Et je crois que nous sommes en live. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent petit à petit. Je crois que certaines étaient déjà connectés et d'autres nous rejoignent. Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce live métier en coulisses pour découvrir le métier de cadre de santé avec Béatrice. Bonjour à vous. Merci, un grand merci encore d'avoir répondu un grand oui pour donner 30 minutes de votre temps pour aider les autres aujourd'hui. À toutes les personnes qui sont connectées ce midi. Le but de ce live est qu'il soit le plus interactif possible. Alors, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je me chargerai de les poser justement à notre invitée Béatrice. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Le but, c'est que ce soit un véritable échange. Donc, vous avez le chat pour nous écrire. Donc, n'hésitez pas. Peut-être aussi rapidement, avant de vous donner la parole, Béatrice, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour permettre à chacune, quel que soit son passé, de trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. Et pour ça, on a plusieurs programmes d'accompagnement et d'aide au recrutement. Le plus connu, peut-être que certaines le suivent ou l'ont déjà suivi, c'est le bilan de compétences qui sert à faire un point sur sa vie professionnelle et en tout cas la direction qu'on souhaite lui donner. Et la communauté d'entraide professionnelle, elle a aussi récemment lancé une initiative qui s'appelle 3 minutes pour les autres, qui est une initiative altruiste d'entraide gratuite et ouverte à toutes et tous. Et en fait, le principe est très simple. Quand vous rejoignez cette communauté d'entraide, vous recevez des profils, des demandes d'aide de personnes qui ont besoin d'un coup de pouce professionnel tous les jeudis matins. Et vous êtes libre, si vous le souhaitez, d'aider ces personnes. Et ça marche dans les deux sens. À partir du moment où vous êtes membre de cette communauté, vous pouvez à la fois aider des personnes, mais aussi demander de l'aide si vous en avez besoin. Et le live justement métier qu'on s'apprête à vivre, eh bien c'est de l'entraide. Béatrice qui a de façon très généreuse accepté bénévolement de donner 30 minutes de son temps pour vous présenter la réalité de son métier et répondre à vos questions. Et on a choisi justement sur cette édition spéciale de donner la parole aux métiers en forte demande et donc pour lesquels il y a de réelles opportunités d'emploi à la clé. Donc, si vous êtes surtout intéressé pour postuler sur ce type de métier, n'hésitez pas à nous écrire aussi dans le chat. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour introduire. Chère Béatrice, je vous donne la parole. Si vous pouvez peut-être commencer par vous présenter, nous parler de votre parcours et de ce qui a fait en tout cas que vous êtes arrivé à ce métier de cadre de santé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Béatrice Mozune. Je suis cadre de santé aujourd'hui dans un établissement, un ESPIC, pour ceux qui connaissent. Donc, un ESPIC, c'est un établissement privé, mais à but non lucratif. Moi, à la base, je suis diététicienne et puis je fais une formation d'infirmière il y a très longtemps. Donc, j'ai travaillé dans différents hôpitaux, que ce soit dans le système public, privé ou privé à but non lucratif. Et pendant, je crois, une dizaine d'années, donc j'ai changé de service. J'ai travaillé dans des services d'oncologie, de médecine, de chirurgie, puis au bloc opératoire, salle de réveil. Et à un moment donné, l'occasion s'est présentée d'être infirmière référente au bloc opératoire. Donc, de fil en aiguille, on commence un peu à connaître un autre côté du métier, c'est ce côté organisationnel. Donc, je travaillais énormément avec la cadre de santé à l'époque. Et la situation a fait qu'on m'a proposé le poste de faisant fonction de cadre. Donc, dans la plupart des établissements, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, il y a un certain temps où on fait faisant fonction cadre. Donc, je fais fonction de cadre de santé pendant à peu près, je crois, 2 ans. Et j'ai demandé à aller à l'école, ça s'appelle l'IFCS, l'Institut de formation des cadres de santé.
Donc, il y a un concours. Moi, je suis en Île-de-France. Donc, en Île-de-France, il y a 5 écoles différentes. Il faut passer 5 concours différents. Et une fois qu'on a ces concours, on choisit l'école. Si on est admis, on choisit l'école où on veut aller. Donc, normalement, ce sont des écoles où on apprend le management. On est en dehors de notre temps de travail la plupart du temps. Et on fait un master en même temps. Et après, on revient sur le terrain pour gérer quelques services. Donc voilà, je suis partie à l'école des cadres. J'ai fait cette école des cadres moi j'avais choisi un master sur l'économie de la santé. Et c'était Paris-Dauphine. Et suite à ça, quand je suis revenue à l'hôpital où je travaillais, on m'a changé de service. Donc je partais du bloc opératoire et je suis partie à la réanimation. Donc prise en charge du poste de cadre de santé en réanimation. Puis je suis restée un peu plus de 2 ans en réanimation et il y avait un autre service qui était en difficulté, qui était le service de consultation externe, endoscopie. Et donc je suis partie à ce moment-là pour ce service-là. Voilà, et depuis 4 ans, je gère toutes les consultations de l'hôpital, l'endoscopie, bronchique, digestive, urologie, cardio et le plateau technique de cardiologie. Voilà, donc il y a 2 ans, j'ai refait un autre master, un master 2 qui s'appelle un master en management des organisations soignantes, qui est un peu après l'objectif de faire un master 2, c'est aussi de pouvoir faire derrière cadre supérieur de santé. Donc, il y a les cadres de santé, certains établissements ont des cadres supérieurs de santé, et après il y a la direction de soins, la coordination de soins. Donc voilà un peu mon parcours. Génial, merci beaucoup pour cette belle introduction, Béatrice. Et je me permets de revenir peut-être au début sur la partie formation. Je pense peut-être à toutes les personnes qui donc soit ne sont pas forcément encore dans le secteur de la santé et souhaitent peut-être y venir, ou alors les personnes qui le sont déjà et qui sont intéressées justement à évoluer justement et comme vous l'avez vécu. Je crois comprendre, d'après ce que vous disiez, que les formations sont quand même obligatoires, non seulement pour passer peut-être d'un statut d'infirmière à un statut de cadre de santé. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'il faut se former et combien de temps? Alors, vous parliez d'un institut qui est l'IFCS, que je me suis permise de noter dans le chat, que vous avez suivi pour vous former justement à ce métier de cadre de santé, à ce statut. Est-ce que c'est obligatoire? Quelles sont les écoles qui peuvent former à cela? Et aussi, combien de temps dure cette formation? Alors, les formations, elles ne sont pas toujours obligatoires. Ça dépend beaucoup. Donc, il y a 3 systèmes, le système public, les systèmes privés et les privés à but non lucratif. Donc, dans le système public, c'est obligatoire. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas besoin que ce soit une infirmière. Donc, il y a des cadres qui sont infirmières, il y a des manipulateurs radiologie, il y a des techniciens de laboratoire, il y a des podologues, kinésithérapeutes, diététiciens. Je crois que j'ai tout dit. Un métier de la santé, bien sûr. Et donc, dans le système public, la plupart du temps, on fait d'abord fonction cadre. C'est un peu, on apprend le management de terrain, on est accompagné par quelqu'un, on va apprendre à faire des plannings, des choses comme ça. Une fois qu'il y a un temps, ça dépend des hôpitaux, ou une fois qu'on est resté tant de temps dans un service en tant que faisant fonction des cadres, là, on passe les concours de l'école des cadres. Parce que la plupart du temps, ces concours, ils sont pris en charge par ces établissements-là. Et donc, une fois qu'on a les concours, on part à l'école des cadres. Ça peut être la même année ou l'année d'après. Et le temps de formation de l'école des cadres, c'est 9 mois, 9-10 mois. Donc, on rentre en octobre et on finit en juin. Pour les hôpitaux privés à but non lucratif, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Et puis, il y a différents types de formations. Moi, j'ai fait l'école des cadres parce que pour moi, c'était un peu le chemin qu'il fallait faire pour continuer dans ce parcours-là. Mais il y a des gens qui font des formations en management.
Et dans le système privé pur, il y a beaucoup de personnes qui ont fait une formation en management, en master en management, des choses comme ça. Super, merci beaucoup, c'est très clair. Peut-être, moi, je suis curieuse de savoir, en fait, quel est votre quotidien? Quelle est la réalité de votre métier? Peut-être, je pense aux personnes qui nous écoutent et qui nous ont aussi rejoints en cours de route. Est-ce que vous pouvez nous parler de la réalité de votre métier? J'imagine qu'il n'y a pas de journée type parce que je pense que ça doit être varié. Mais quelles sont les grandes missions? Quels sont les challenges aussi du quotidien que vous rencontrez dans le cadre de votre profession? Donc, c'est un métier où il y a une forte demande, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est un métier, faut pas mentir, c'est pas toujours simple. Et on prévoit de faire 10 choses dans la journée et on fait 2. Parce que les restes, c'est qu'il y a des imprévus et des surprises. Ce qui est normal, on travaille dans des hôpitaux, dans des cliniques, donc l'imprévu, il arrive. Moi, je dis toujours à mes équipes que nous, on a la chance que de ne pas travailler. C'est pas, j'ai rien contre, hein, mais nous, on travaille avec de l'humain. On travaille pas avec des sacs de patates qui on pose et qui vont pas bouger. Donc ça bouge, ça a des pathologies, ça a des urgences, etc. Donc c'est pas du tout pareil non plus d'être cadre dans un service d'urgence, dans un service de réanimation, dans un service de consultation. Chaque poste a des exigences et une organisation particulière. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans différents services, donc je connais à peu près, gérer tous les services de l'hôpital. On passe beaucoup de temps à gérer tout ce qui est ressources humaines. Énormément, que ce soit dans le préventif ou dans le palliatif, c'est-à-dire on va faire du planning, mais on va aussi pallier à la personne qui n'est pas arrivée ce matin. Quand on a un service qui fonctionne avec 2 infirmiers pour 30 patients et qu'il y en a un qui vient pas travailler, il va falloir trouver une solution. Donc on travaille beaucoup avec tous les autres cadres de l'hôpital, que ce soit des cadres ou des infirmières coordinatrices, pour trouver des solutions à ces arrêts inopinés, surtout. Par exemple, hier, il neigeait en région parisienne, il y a des gens qui ne sont pas arrivés ou des gens qui ne pouvaient pas venir travailler de nuit. Il a fallu trouver des solutions. Donc beaucoup de RH. Après, on travaille énormément sur des projets. Moi, par exemple, dans le service que je gère aujourd'hui, on a réussi à monter un grand projet en équipe, que ce soit avec le personnel soignant, avec les médecins, avec la direction, d'une délocalisation de tous les services de consultation. Donc, c'était très, très intéressant. C'est une raison pour laquelle j'ai fait mon Master 2 aussi, parce que c'est basé beaucoup sur la dynamique de projet. Méthode projet, et puis moi ça m'a permis d'avoir les outils nécessaires pour être le chef de projet de ce projet-là. Donc très intéressant, on apprend énormément de choses. On a un autre projet maintenant que c'est la relocalisation dans notre service. Donc là, c'est la construction du bâtiment, des choses qu'on fait pas. C'est très, on peut faire, je sais pas, on peut faire, je vais nettoyer quelque chose parce qu'il y a un patient qui est à côté et que a laissé quelque chose par terre, comme je vais faire un projet où je vais rencontrer l'agence régionale de santé ou l'HAS, etc. Là, par exemple, nous, la semaine prochaine, on passe notre certification HAS. Donc, c'est-à-dire tous les 4 ans, l'HAS vient dans les établissements pour contrôler si on travaille correctement. Il y a toute une préparation au niveau de la qualité, donc on fait beaucoup de qualité et on accompagne énormément nos équipes pour qu'ils sachent de quoi on parle à ce moment-là. Donc, c'est un travail qui est immense, qui est fait avec les services qualité, la direction de soins, la direction de l'hôpital, où notre objectif, c'est qu'ils arrivent, qu'on puisse mettre en exergue tout ce qui est fait au sein de l'établissement, tout ce qui est bien fait, et qu'on puisse leur dire aussi qu'il y a des choses qu'on sait qu'on ne fait pas assez bien, mais qu'on travaille pour pouvoir améliorer ça. Quoi d'autre? Nous, les cadres, on va gérer les événements indésirables qui peuvent arriver. Je ne sais pas, un patient qui a chuté dans un service, un médicament que le dosage n'était pas les bons. Donc, tout ça, nous, on doit gérer derrière. Il y a une déclaration qui est faite et nous, on doit analyser les causes. On analyse ça soit en méthode alarme, soit en méthode REC, soit en méthode RMM quand c'est très grave. Donc, ça s'appelle une revue de morbimortalité, où on va travailler énormément avec les services qualité
et les médecins pour comprendre ce qui s'est passé et que le but, c'est que cela n'arrive plus. Voilà. Après, bon, il y a beaucoup de temps de planning, de demandes des agents qui viennent nous voir. Parfois, il peut y avoir des conflits aussi entre les agents qu'il faut qu'on sache les gérer, qu'on sache les accompagner. C'est l'organisation du service, c'est faire des fiches de poste, des fiches de tâches, organiser les circuits du patient, faire des enquêtes. C'est très, très, très varié. Ce que je fais hier, par exemple, je fais toute une présentation au comité social économique de l'établissement. Donc, il a fallu la présenter. Et aujourd'hui, je suis en train de préparer la certification en même temps que je fais les plannings du mois de janvier, parce que décembre, je l'ai déjà fait, mais il y a un qui a oublié de poser ses vacances, donc il faut que je regarde. Voilà, c'est très, très varié. Et en même temps, vous donnez un live pour parler de votre métier aussi. Là, c'est l'heure de repas. Oui, l'heure de la pause. Merci d'être parmi nous, parce que en effet, ça fait tellement de choses en fait dans votre quotidien. Et comment vous arrivez à donner de la place pour cette partie projet, parce qu'en fait là, quand vous nous partagez de toute cette gestion de l'humain, cette gestion aussi, bah voilà, peut-être un patient qui tombe, un patient à qui l'ordonnance n'est pas la bonne, et du coup il y a eu un surdosage ou quoi que ce soit, quel est je dirais, cette partie projet, quel est le pourcentage de votre temps sur cette partie projet que vous arrivez vraiment à dédier dans une semaine, une journée, enfin un mois? Ouais, je m'interroge sur voilà la propension que vous arrivez à donner sur cette partie gestion de projet, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup, mais après, c'est une question d'organisation aussi. Moi, je connais les périodes où dans mon service, c'est un petit peu plus calme. Moi, par exemple, la porte de mon bureau, quand elle est ouverte, tout le monde sait qu'ils peuvent rentrer. Mais quand elle est fermée, ça veut dire que je suis peut-être un peu concentrée et qu'il faut que ce soit urgent pour qu'on me dérange. J'ai la chance de travailler avec 2 infirmières coordinatrices. Parfois, je leur dis, écoutez, prenez mes appels. Là, si c'est vraiment quelque chose d'important, vous venez me voir. Et sinon, bah, il faut que j'avance sur ça. Moi, les infirmières coordinatrices, donc ce sont un peu les faisons fonction des cadres. Donc moi, je travaille beaucoup avec elles aussi pour leur apprendre le management. Donc j'essaye. Moi, je fais une semaine type. Je la prépare. Par contre, elle est jamais, si je regarde ma semaine type, ce qu'elle a donné à la fin de la semaine, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais je pense qu'il faut être très organisé, il faut prévoir. Il y a des choses qui sont prioritaires, il y a des choses qui sont urgentes. Là, parfois, l'urgent va passer, tout le temps, l'urgent va passer avant le prioritaire. Un patient tombe, je vais arrêter tout ce que je suis en train de faire. Ça n'arrive pas tous les jours, heureusement. Mais oui, ça peut arriver. Un patient qui fugue, tout le monde va aller chercher le patient qui a fugué. Quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'est pas venu ce matin, ça va être ma priorité, c'est de trouver quelqu'un pour les remplacer. On fait des gardes aussi, on n'a pas parlé de ça. Moi, par exemple, ce week-end, je suis des gardes. Donc, je suis des gardes pour tout l'établissement. Je suis la seule cadre qui est là pour les différents services de l'hôpital. Donc, ça va être beaucoup aussi la gestion RH, toutes les problématiques que le personnel peut rencontrer, que ce soit le personnel soignant ou administratif. Et aussi les familles, il y a des décès, il y a les familles qui ont besoin de connaître, de savoir. Donc, énormément de travail avec les familles. Voilà, donc très, très varié. Oui, très varié, et ça me permet de rebondir aussi sur peut-être les personnes avec qui vous travaillez au quotidien, enfin avec qui vous êtes en relation, parce que en interne comme en externe, là vous venez de dire aussi parfois il y a les familles, donc avec je pense que c'est intéressant peut-être de bien comprendre avec qui au quotidien, donc en interne à l'hôpital, vous parliez des infirmières coordinatrices, donc à l'hôpital avec qui vous collaborez, et puis en dehors de l'hôpital, quelles sont aussi les personnes avec qui vous échangez dans votre quotidien? Donc, au niveau de l'hôpital, on partage avec tous, on collabore. Il faut que ce soit un travail en équipe, que ce soit avec l'infirmière de mon service, qu'avec le brancardier qui va amener un patient en radiologie, qu'avec la direction qui nous demande de travailler sur un sujet précis ou le service qualité. Donc, ça, c'est vraiment un vrai travail en équipe, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi riche. On reste pas enfermé dans un service où il y a l'organisation de ces services, mais après, il y a toutes les instances aussi. Il
faut savoir que dans les hôpitaux, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la cellule qualité, le comité éthique. Là, moi, je suis référente handicap, donc je dois prévoir aussi tout ce qui est possible pour la prise en charge des patients handicapés au sein de l'hôpital. Il y a la cellule qui regarde ce qui se passe au niveau des événements indésirables. Il y a la cellule de douleur, de soins palliatifs. Donc, énormément de groupes de travail aussi qui vont nous permettre de travailler et de collaborer avec les différents professionnels de l'hôpital. On travaille beaucoup avec les médecins de ville et les infirmières des villes aussi parce que les patients, une fois qu'ils sortent, ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Donc, il y a aussi un énorme travail fait par les assistants sociaux qui sont ici. Donc, on travaille ensemble aussi avec eux. Et puis, après, il y a les instances, il y a l'ARS, il y a l'HAS, il y a tous ces gens-là qui regardent un peu, est-ce qu'on fait du bon travail? Voilà. Super, donc oui, en effet, ça fait pas mal aussi de monde avec qui vous échangez dans votre quotidien. Vous avez abordé quelques petites compétences clés. J'ai noté l'organisation de par, en fait, vous disiez, voilà, il faut être quand même très organisé de par la variété des tâches. Quelles sont les compétences, selon vous, qui sont clés, qui sont vraiment essentielles aujourd'hui pour occuper justement ce métier? Pour moi, en premier, il faut savoir s'adapter, tout le temps. L'adaptation, elle est ultra importante. Donc, on est en train de travailler avec des gens qui ont fait des études supérieures à plus, comme avec des gens qui n'ont pas pu le faire. Mais on a besoin, tout le monde est essentiel au niveau de l'hôpital. On a besoin de la personne qui va venir nettoyer la chambre du patient, on a besoin du brancardier, on a besoin du médecin, on a besoin de tous. Donc, savoir s'adapter aussi, adapter son discours. Je pense qu'il faut être ultra patient parce que c'est pas toujours simple non plus d'entendre certaines choses, de voir certaines situations. Il faut savoir prendre du recul, se poser, ne pas répondre sur un coup d'émotion, beaucoup réfléchir. Voilà, l'organisation, c'est vraiment primordial aussi parce qu'il y a des choses qui peuvent pas attendre. Et parfois, dans la semaine, on n'a pas le temps de s'en occuper, mais il faut quand même le faire. Voilà. Après, d'autres compétences, je pense qu'il faut connaître son métier, il faut aimer son métier, il faut savoir à qui on parle. Moi, par exemple, je remplace ma collègue de radiologie quand elle est absente. On a des binômes cadres. Moi, je peux vous dire que je connais pas grand-chose en radiologie à la base, mais j'ai dû l'étudier. Après, c'est ma façon d'être. J'aime bien m'intéresser, donc je vais regarder. Elle m'explique comment ça se passe, et c'est un vrai travail collaboratif. Génial, merci beaucoup pour cette réponse détaillée. J'espère en tout cas que ça répond à certaines interrogations. Je vois passer une question de Julie et ça tombe bien. Merci Julie parce que on arrive à un moment où je pense que c'est intéressant de parler des impératifs. On l'a un petit peu dit, mais comme voilà vos horaires de travail, les éventuels déplacements s'il y en a à prévoir dans le cadre de ce métier. Et Julie vous pose la question aussi du salaire. À quel salaire peut-on prétendre sur ce poste? Et justement, quels sont vos horaires de travail aujourd'hui? Et moi, je rajouterais peut-être une question sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez cet équilibre? Et puis, vous avez trouvé aussi votre équilibre entre votre vie personnelle et le travail? Alors, les salaires, en fait, ça diffère beaucoup, que ce soit dans le public ou dans le privé. Dans le public, la plupart du temps, ce n'est pas négociable. Donc, et ça dépend de l'ancienneté des personnes aussi. Ça dépend si ça fait, par exemple, 10 ans que je suis infirmière ou si ça fait 1 an. Il y a des grilles salariales. Je ne sais pas, une cadre qui démarre et qui n'a pas beaucoup d'ancienneté, je pense que ça doit gagner à peu près 2300, mais vraiment sans expérience. Et ça peut aller jusqu'à, dans certains hôpitaux ou cliniques privées, ça dépend aussi de comment la clinique elle est structurée, ça peut aller à plus de 4000 € par mois. Par rapport aux horaires, il y a certains endroits, certains hôpitaux ou cliniques où les cadres sont au forfait.
Donc, c'est un forfait mensuel ou hebdomadaire et elles gèrent leurs horaires. Et d'autres endroits où les cadres sont aux 35 heures hebdomadaires ou 38 heures avec des RTT. Ça dépend aussi. Moi, quels sont mes horaires? Donc, je m'organise comme je veux. Tant que je fais mes heures dans la semaine et que mes projets ils avancent, moi ce que j'essaye de faire, moi mon personnel en consultation, ils arrivent entre 8h à 8h30. J'ai mes infirmières coordinatrices qui partent à 17h, donc j'essaye de me décaler un petit peu. Moi j'arrive vers 8h30, j'aime pas arriver tard parce que j'aime bien savoir ce qui se passe dans le service. Et je pars plus tard. Le service ferme vers 18h30, je pars 18h30, 19h. Mais il y a des jours de la semaine où je peux partir un peu plus tôt, où je peux arriver plus tôt. Vraiment, je m'adapte selon la journée. Quand on est des gardes le week-end, on est là à 8h du matin. Et puis, on peut partir à partir de 13h. Il y a des jours où on arrive à partir et on est à la maison avec le téléphone pour répondre aux besoins. Il y a des jours où on n'arrive pas à partir parce qu'il faut gérer des impératifs. On peut rester là jusqu'à 20h et faire 12 heures par jour. Ça, c'est dans le cadre de la garde. J'ai certains collègues qui font tous les jours du 7h30, 17h. En fait, on s'adapte vraiment au service où on travaille. Super. Merci beaucoup, Béatrice, c'est très clair. J'espère que ça aura répondu à vos deux questions, Julie. Peut-être par rapport à cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez à concilier les deux? Pour moi, c'est très important l'équilibre vie pro et vie perso, autant pour moi que pour les personnes qui travaillent dans mon service. Donc, je pose des jours, je pose des moments où je m'occupe que de ma vie privée. Moi, j'essaye de pas ramener du travail à la maison. J'y arrive pas toujours. Par exemple, là, c'est la préparation de la certification et là, il faut les préparer, quoi. C'est beaucoup de travail. Il y a des moments, moi, la plupart du temps, j'amène pas l'ordinateur à la maison. Et puis, sauf urgence vitale, je ne suis pas connectée. J'ai créé un groupe pour les cadres de santé de l'établissement, un groupe sur WhatsApp aussi. Vraiment, quelqu'un est en difficulté lors d'une garde, je sais pas, ça peut être une gestion très spécifique d'une déclaration de maltraitance pour un enfant que tout le monde ne sait pas faire. Là, c'est appel à un ami, quoi. Donc, dans le groupe, on va dire, comment on fait ça? Et puis, la personne qui sait répond. On travaille beaucoup en collaboration. Super. C'est génial de savoir ça. Merci pour cette réponse. Je vois qu'il est déjà 13h13. Le temps passe très vite. Je ne sais pas, Béatrice, si vous avez peut-être des conseils pour des personnes qui nous écoutent, qui souhaitent rejoindre voilà, le milieu de la santé, qui souhaitent peut-être, qui recherchent un travail, voilà, des conseils pour rechercher un travail dans ce secteur-là, postuler peut-être. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à des personnes qui souhaiteraient soit faire votre métier, soit peut-être rejoindre le secteur de la santé? Bon, il y a énormément de travail partout dans le secteur de la santé, donc on manque d'infirmières, de cadres, de médecins, de manip radio, c'est incroyable le manque qu'il y a aujourd'hui. Donc, bon, pour faire tous ces métiers, il y a bien sûr des études à faire, chacun dans son domaine. Ceux qui sont déjà des professionnels de la santé et qui veulent devenir cadres, je pense qu'il faut vraiment aimer son travail parce que c'est pas simple tous les jours. Moi, je pense qu'on a une chance incroyable, c'est de pouvoir dire qu'on travaille pour les gens et que forcément dans la journée, on a fait quelque chose de positif pour quelqu'un. Donc même si on arrive chez nous et qu'on a l'impression de rien avoir fait de bien à la fin de la journée, c'est sûr qu'on a fait quelque chose de bien. Ça, travailler dans le monde de la santé, c'est quelque chose de noble. Donc pour moi, c'est très beau. Je trouve ça, ce sont des personnes qui ont décidé à un moment de donner une partie de notre vie pour les autres. Voilà. Sinon, ceux qui veulent devenir cadres, si vous travaillez déjà dans un établissement, il faut postuler, il faut aller voir vos super hiérarchiques et leur dire, voilà, j'ai un projet, j'ai envie de faire ça. Ceux qui ont envie d'intégrer d'autres établissements, il y a beaucoup de sites de recherche d'emploi, vous voyez tous les postes. Il y a certains où c'est écrit où il faut de l'expérience et d'autres qui sont preneurs de personnes qui ont un diplôme plus bas et qui vont être formées après. Donc voilà, il faut surtout aller regarder, poser la question parce qu'il y a des besoins, il y en a partout.
Super. Merci Béatrice. Je pense qu'on finit pile poil, bien que je pense qu'on aurait pu encore vous poser plein de questions sur ce métier qui a l'air en tout cas de vous passionner et merci. Pour toutes les informations, toutes les réponses que vous avez apportées ce midi. Merci pour votre présence, pour votre temps et c'était un plaisir en tout cas moi de vous écouter et d'écouter quelqu'un qui aime autant son métier et qui en parle si bien. Merci beaucoup Lisa, Christophe, Soria, Héloïse, Katia et toutes les personnes, Julie aussi, toutes les personnes qui étaient là ce midi. Merci à vous Christophe, merci pour votre participation. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci, oui, en effet, pour cette belle présentation, Béatrice. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre temps, encore une fois. Merci tout le monde. Au revoir Béatrice, à bientôt. Merci. À bientôt.